Alors cette reconstruction qu'on vient de voir se façonner dans la Florence du XIVe et XVe siècle, je voudrais un petit peu l'interroger dans une partie d'Europe qui n'est pas très éloignée de Florence, qui est celle qui nous mène de Venise à Marseille, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, je dirais même jusqu'au XIXe siècle, mais sous le signe peut-être un peu moins coloré, un peu moins luxueux, un peu moins économique que ce que la Renaissance a pu donner comme image, sous un signe plutôt lié à au renforcement des appareils étatiques de l'époque de la seconde modernité. C'est-à-dire, j'aimerais essayer de comprendre comment de la peur qui s'est emparée des sociétés saisies par la pandémie, on est passé à des remèdes qui ont renforcé le contrôle des pouvoirs, le contrôle des autorités sur les populations. Et donc c'est un aspect qui relève de la reconstruction, qui éloigne les sociétés de la catastrophe, puisque le but est de faire que l'on puisse survivre à un état de traumatisme. Néanmoins, je pense qu'au point de départ, il y a la peur. Et comme l'a montré Jean Delumeau pour la Renaissance, la peur introduit des éléments d'irrationalité dans le comportement des individus. Et au XVIe, au XVIIe siècle, alors qu'on est encore dans cette grande pandémie qui nous mène de 1347 aux années 1670, on accuse des forces occultes, on trouve des boucs émissaires. Enfin, dans toute l'histoire des épidémies, on en a des exemples, évidemment. L'un des plus remarquables à l'époque moderne réside dans ce que Paolo Pareto, historien vénitien, a appelé la teoria della peste manufatta, la théorie de la peste fabriquée. Les responsables d'onctions maléfiques qui diffuseraient le mal furent systématiquement dénoncés, alors que l'on pourchassait également des crimes de sorcellerie. Vous savez, le XVIe, second XVIe et l'ensemble du XVIIe est marqué par la chasse aux sorcières et même à certains égards aux sorciers. Alors toutes sortes d'ennemis sont désignés, des juifs, des étrangers, des voisins dont on veut se débarrasser, et on les accuse de déposer des huiles qui répandent la peste. Et ça vaut dans toute l'Europe, et notamment en Italie. Milan, par exemple, donne le ton en 1630, lors de cette grande peste, 1629-1631. Mais la hantise des onctions menaçantes a des racines lointaines et perdure bien au-delà du XVIIIe siècle, puisque par exemple au XIXe siècle, lors des épidémies de choléra, se manifeste la peur des poisons, et on peut dire jusqu'à l'apparition de la grippe espagnole. Alors dans ce climat de crainte, de peur de l'autre, de peur de l'étranger, de peur de celui qui va vous rendre malade, comment se protéger ? Alors, Venise nous offre l'exemple d'une société où les relations humaines se sont réorganisées pour affronter les effets néfastes de la promiscuité. C'est une ville où on est particulièrement proche de l'autre, des autres, dans la mesure où les rues sont très étroites et où on rencontre forcément des personnes. Or, Venise a été, comme beaucoup de villes en Europe et hors d'Europe, entre le XIVe et le XVIIe siècle, marquées par toute une série d'épidémies, jusqu'aux années 1630. Et donc, on peut dire que, paradoxalement, c'est une réponse rationnelle qui est donnée à cette peur de la contagion, une réponse rationnelle qui se traduit par une modification radicale des comportements après les nombreuses pestes donc du XIVe, du XVe, du XVIe et du premier XVIIe, dont celles qui ont le plus marqué l'imaginaire pour ce qui est de la ville de Venise sont celles de 1575 et de 1630. Au cours de ces pestes, des médecins ont été à l'œuvre, et on a ici un exemple de la longue durée d'une image, puisque le portrait de ce médecin de la peste que vous avez sous les yeux date du XVIIIe siècle, du milieu du XVIIIe siècle, l'œuvre de quelqu'un qui s'appelle Giovanni Grevenbroich. Et ce médecin de la peste, en fait, se réfère au médecin
qui était à l'œuvre dans les épidémies du XVIe siècle. Donc on voit se perdurer un imaginaire qui conduit en fait à une régulation des mœurs, qui conduit à une diminution du luxe. Le luxe, dans des villes comme Venise, mais aussi beaucoup d'autres villes, est très important au XVe, au XVIe siècle, pour les raisons que Ilaria Taddei a décrites en particulier. Et on peut dire qu'au XVIIe, au XVIIIe, même s'il subsiste bien évidemment, et qu'il peut se développer dans certaines sphères, dans l'espace urbain d'une ville qui a été particulièrement marquée par les épidémies, comme Venise, le luxe est réduit par une transformation de la manière de se comporter entre les uns et les autres au sein de l'espace urbain. Et le masque en est l'illustration. Si l'on observe cette gravure du tout début du XVIIe siècle, on est 20 ans avant la dernière très grande épidémie de peste à Venise, cette gravure de Giacomo Franco, on voit sur la promenade du Campo Santo Stefano, les nobles se promenaient dans un costume qui n'est pas, on le voit dans le cercle que j'essayais de tracer, avec l'homme avec le chapeau, la femme aussi d'ailleurs, tous deux à chapeau à plumes, et une sorte de bavoir, de châle au-dessous du chapeau. On est là dans un modèle qui n'est pas tout à fait celui du médecin de la peste, mais qui reproduit certains aspects, le chapeau, le châle, et puis le masque qui protège. Mais il se trouve que dans les décennies suivantes, c'est-à-dire au moment même de cette dernière épidémie de 1630, on voit se dérouler un renversement, une accentuation de la constitution d'un masque qui est pour les nobles, dont on voit à droite de cette image deux illustrations. La première en haut à droite, c'est celle qui provient d'un tableau du milieu du XVIIe siècle, d'un certain Joseph Heinz, où l'on voit en noir une personne qui a un masque blanc, un chapeau et une bauta, c'est-à-dire un châle, lequel masque est une forme de continuation de celui qui était en usage au siècle précédent, mais avec une forme pointue, qui rappelle celle du médecin de la peste, qu'on retrouvait dans les caricatures de juifs, dont on a un exemple dans cette même image, et tout cela converge dans la deuxième moitié du XVIIe et au XVIIIe siècle, vers ce modèle qui est en bas de cette image, en bas à droite, ce modèle de masque que l'on retrouve au XVIIIe siècle dans des tableaux qui sont devenus des formes d'emblèmes du carnaval de Venise, à savoir des tableaux dans lesquels se trouve mis en scène une société dans laquelle chacun est à distance de l'autre. Une société dans laquelle, ici, dans une salle de jeu qu'on appelle le ridotto, le faciès du masque que crée le masque sert à se protéger, à maintenir une distance en même temps qu'à paraître tous égaux. Ici, dans cette salle, en intérieur, la distance sert à éviter que des personnes puissent montrer leur pouvoir, leur richesse à d'autres, ce qui veut dire qu'on a une société qui est régulée. Et cette régulation, il se trouve qu'elle a été lancée par les élites nobles vénitiennes dans les années 1630 au sein d'une académie qui s'appelait l'Académie des Inconnus, l'Accademia degli Incogniti, précisément au lendemain de la peste de 1630. Alors la coïncidence est trop forte pour ne pas nous suggérer qu'on a là l'expression d'un phénomène qui s'est exprimé dans bien d'autres aspects de la vie juridique, institutionnelle, économique d'une ville comme Venise, mais qui nous montre en fait comment ce costume égalitaire, qu'on retrouve par exemple au milieu du XVIIIe siècle dans un dessin de Gian Battista Tiepolo, d'une mascarade, avec ce visage du noble, mais aussi du bourgeois. En haut à droite, je l'ai isolé, en bauta, avec ce costume fait d'un volto blanc, d'un tricorne, d'un châle. On voit comment ce costume répond tout à fait au masque du médecin de la peste. Et donc, peut nous permettre d'interpréter qu'une véritable police des corps s'est instituée en rapport avec
le souci de protection d'une république qui pouvait se sentir menacée et qui souhaitait cultiver l'art du secret et éviter la communication entre Vénitiens et étrangers, mais aussi en rapport avec une peur qui très certainement a eu ses racines dans l'épidémie. Alors, cette civilisation du masque n'est qu'une des facettes de ce contrôle policier, de ce contrôle social, que l'on voit non seulement irriguer les relations privées, comme ici dans ces tableaux de Francesco Guardi, où les personnes ne se parlent qu'à distance, que ce soit à l'extérieur, sur les quais de Venise, ou à l'intérieur, par exemple en bas de cette représentation, dans la salle du Palais Ducal, dans une salle du Palais Ducal où le Doge reçoit les ambassadeurs, tous masqués, avec ce masque, j'allais dire, du médecin de la peste. Donc on va commencer. Cette société qui a modelé les comportements intimes, au point de traverser le plaisir lui-même de la comédie, puisqu'on voit ici une pièce, une image qui représente une salle de jeu dans la comédie de Goldoni, Les femmes jalouses, une comédie créée au milieu du XVIIIe siècle. On voit que les comportements sont hiératiques, qu'il y a une espèce de mise en scène d'une société dominée par la prudence, c'est-à-dire que le jeu lui-même doit jouer sur cette police des corps, en somme. Mais par-delà cette dimension donc, de la relation privée entre les personnes, nous pouvons nous déplacer pour essayer de comprendre comment les épidémies ont pu générer de nouveaux mécanismes de contrôle policier, pour nous déplacer vers un de ces lieux des épidémies qu'on pourrait appeler sporadiques du XVIIIe siècle, lorsque l'épidémie est un peu moins fréquente. Et le cas de Marseille est intéressant parce qu'on y voit se transformer, pas se mettre en place, mais se transformer un système de protection, le barrage sanitaire, qui était là bien avant 1720, bien avant l'arrivée de cette peste de 1720, avec, on le voit à droite de cette image, en haut, tout à fait en haut, les infirmeries, qui sont un lieu de quarantaine, avec l'île de Pomègue, où, face au port au large du port de Marseille, les bateaux devaient subsister, ainsi que l'île de Jars. Et puis malgré ce système protecteur, la peste avait pénétré dans la ville de Marseille, comme on le voit à gauche, avec, en juillet 1720, une propagation qui montre les faiblesses du système précédent. Et donc, suite à ce constat, Marseille a réorganisé l'espace. Et c'est ce que Fleur Beauvieux, dans une thèse de doctorat soutenue il y a 4 ans à Marseille, a très très bien montré. Comment est-ce que c'est réorganisé un système policier qui a visé à rendre parfaitement étanches les quartiers les uns par rapport aux autres, et produisant par là une réorganisation administrative de la ville. Alors, avec une territorialisation policière. Donc, où on voit 6 quartiers extrêmement étanches les uns par rapport aux autres, et où on le reconnaît, des stratégies qui en fait ont été reprises au XIXe siècle dans les villes de toute l'Europe face au choléra, avec en même temps le souci de supprimer les petites rues, de créer de grands boulevards, voire le Paris de Haussmann. Et donc, on est bien là dans une grande stratégie, à la fois urbaine, comme on le voyait à l'époque romaine, à la fois politique, à la fois sociale, de réorganisation sociale, qui, je crois, n'est pas sans écho sur ce que nous sommes en train de vivre avec les diffusions de systèmes d'Internet, etc., dans la protection des individus. Et puis, je terminerai en disant que c'est aussi sur un plan moral que la réorganisation se construit dans les sociétés post-épidémiques. Voyons très bien, on l'a vu avec le sida à partir des années 1980, une certaine transformation des mœurs a pu en résulter. On le voit même dans la manière dont les pratiques un peu libres des années 1970 sont remises en cause aujourd'hui, mais par les médias. Alors, de la même manière, on peut dire qu'au XIXe siècle,
Un siècle après les dernières grandes épidémies, pour ce qui est du cas de la France, de l'Italie, on a reconstruit par l'édification en images, on a reconstruit on a tenté de reconstruire une certaine moralité. Par exemple, en montrant ici sur la Restauration, avec ce tableau de Manciot, je vous le montre en 1818, on voit comment est interprété le moment de la peste de Marseille d'un siècle précédent, à travers un imaginaire de la représentation édifiante, où l'évêque de Marseille, qui certes n'est pas devenu ni saint ni bienheureux, mais qui tout de même a été mis en évidence comme une image édifiante, on voit comment le dévouement de Monseigneur de Belzins, durant la peste de Marseille en 1720, contribue à reconstruire non seulement l'Église, mais aussi la société post-révolutionnaire, cette société post-révolutionnaire dont l'imaginaire de la catastrophe politique a été associé aussi à la catastrophe sanitaire. C'est-à-dire où il y a cette idée qu'après la catastrophe, qu'elle soit politique, sociale, économique ou qu'elle soit sanitaire, eh bien, il faut reconstruire les relations sociales. Et donc cette image, je crois, montre la très grande diversité des champs de la reconstruction des sociétés post-épidémiques.